Bonsoir. J'ai donc l'honneur de prolonger les conférences de Madame Kamal Vand et de Madame Aleh Hachemi pour vous parler de la situation de l'eau à Ispahan en 2018, aujourd'hui. C'est un privilège dont je mesure la difficulté pour deux raisons. D'abord, je n'ai pas la connaissance aussi intime que mes deux collègues. Et d'autre part, ce n'est pas une histoire de l'eau à Ispahan dont je vais vous parler, mais plutôt d'une histoire d'une Ispahan sans eau, qui est sa triste réalité aujourd'hui. Je dois malheureusement vous dire tout de suite que le visage d'Ispahan que je vais vous présenter est moins séduisant que celui que mes deux collègues ont présenté. Ispahan est presque exclusivement alimenté en eau par le fleuve du Zayan Derud, dont le nom signifie le fleuve qui apporte la vie. Depuis une dizaine d'années, le fleuve est à sec. Ispahan manque d'eau dans le Zayan Derud de manière quasi permanente et a donc perdu le fleuve qui lui a donné la vie. C'est pour cette question et travailler sur ce problème que j'ai été invité à participer l'été dernier à une université d'été par Richard Scoffier, Sina Abedi et l'école d'architecture d'Ispahan. Je m'étais pourtant préparé durant de longs mois à affronter cette situation que vous voyez à l'écran. Mais je dois avouer que le spectacle désolant du lit du fleuve asséché, que j'ai découvert lors de notre première visite du site avec l'université, a provoqué un choc émotionnel que j'ai aujourd'hui encore du mal à surmonter. Pour vous donner une idée de l'ambiance que cette situation provoque, je vais vous montrer deux petits clips de 2 minutes chacun qui ont été préparés par les étudiants de l'université. Alors le son ne marche pas malheureusement. Le plein écran non plus. C'est dommage parce qu'il y avait une musique qui allait bien avec. On peut essayer ou... Alors, on avait tous remarqué que la traduction du persan en français avait donné lieu à deux traductions différentes qui montrent, l'une c'était la ville qui a perdu son fleuve et l'autre, la ville qui est en train de perdre sa rivière. Ce qui donne une impression de la tension qui régnait parmi nos hôtes, Ispahani, sur
la réalité de cette situation et sur la manière dont ils le vivaient. Ce qui m'a frappé, c'est que normalement, les villes, comme Aïda l'a montré tout à l'heure, sont créées par des rivières, surtout dans des régions climatiques comme le désert du plateau iranien. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a plus d'eau dans cette rivière, mais il y a de l'eau partout dans Ispahan. Il y a beaucoup d'eau. Ça, par exemple, c'est le petit bassin d'agrément au centre de l'université, où en sortant de nos conférences et du travail avec les étudiants, on allait se rafraîchir. Ça, c'est les Madi et les Djoui que Aïda vous a montré dans l'Ispahan du XXIe siècle, parfaitement intégrés à la structure urbaine. Vous voyez que même si les voitures et les chaussées ont remplacé les magnifiques esplanades que nous montrait Aïda tout à l'heure, il y a toujours des vannes, il y a toujours des canaux, il y a toujours des systèmes de drainage qui montrent à quel point Ispahan investit massivement pour garder sa ville verte. Le soir, de retour à mon hôtel, ces images m'ont hanté assez tard dans la nuit. Et je dois dire que pour la première fois de ma vie, je me suis interdit d'utiliser l'eau du robinet de ma salle de bain au-delà du strict minimum indispensable à l'hygiène. Et la question que j'aimerais partager avec vous ce soir est la suivante. Derrière la volupté d'une eau en apparence abondante dans la ville, quelle est la réalité de sa situation à Ispahan et dans sa région? L'un des groupes d'étudiants a proposé un projet qui nous emmenait dans une réflexion sur la situation d'une ville d'oasis. Et ils ont appelé ça « The Desert City, Rethinking Ispahan History ». Et c'était bienvenu pour nous rappeler cette évidence que Ispahan est une oasis au milieu du désert et qu'une oasis, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est entièrement créé artificiellement par l'homme. Alors, un mince filet d'eau irrigue encore le lit du fleuve à Ispahan, mais seulement quelques jours par an, maximum 2 à 3 semaines. Et durant ces quelques jours, lorsque l'eau arrive, elle provoque chez les Ispahanis une euphorie de façade quelque peu nostalgique. Nos existences sont fragiles. Et c'est peut-être la conscience de cette fragilité qui s'est réveillée en moi devant le triste spectacle du pont Kadjoud privé de sa parure. Cette fragilité est certes particulièrement critique à Ispahan, mais elle touche également de nombreuses régions du monde. Si quelque chose d'essentiel se joue à Ispahan, cela concerne l'histoire de l'eau et des civilisations dans le monde entier. Donc je propose d'élargir la question que je posais. Ispahan est-elle le miroir d'une crise mondiale de l'eau? Et j'essaierai d'y répondre en 3 points. Quelle est la situation réelle en 2018? Quels sont les enjeux de cette eau ou de cette absence d'eau? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous? Je ne vais pas revenir sur la présentation géographique qui a été très bien faite par Sarah et par Aïda. Simplement faire un petit zoom sur la région d'Ispahan qui est ici et vous montrer une carte des précipitations, c'est-à-dire de la pluviométrie. Et on voit que la pluviométrie est concentrée dans les monts Elbrus, au-dessus des montagnes, à l'est et au nord de l'Iran, et que le plateau central est particulièrement sec. Si on zoome plus précisément dans la vallée d'Ispahan, donc ce qu'on appelle le bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble des eaux qui convergent vers le lit du Zayanderud, le fleuve qui passe à Ispahan, on constate qu'il y a eu 3 périodes d'extension des surfaces d'irrigation. La première période qui était celle qui était touchée par les Madis, donc le système que Aïda a décrit, qui est en gris foncé. Alors le gris clair, je crois que vous ne le voyez pas très bien, c'est l'état d'irrigation en 1950. Et le trait noir tout autour, c'est la situation actuelle de l'irrigation
c'est-à-dire les surfaces couvertes avec l'extension maximum. Alors, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est une image dans la région d'Ispahan. C'est vraiment l'archétype le plus basique, le plus traditionnel et le plus visible du système d'irrigation par dérivation des eaux d'un cône de déjection. C'est-à-dire que la rivière coule ici des montagnes et à un endroit particulièrement bien choisi, on crée un petit barrage, souvent au début avec des pierres, du bois, et on divertit, on dérive les flots de manière à irriguer une surface la plus grande possible en aval de cet ensemble de dérivations. Donc c'est exactement le même principe hydraulique que ce que Aïda montrait avec les MADI, et c'est le principe d'irrigation qui, dans une grande partie de l'Asie centrale, a permis à des villes de s'installer en plein désert ou dans des zones semi-désertiques, comme ici à Samarcande, en Ouzbékistan, où vous voyez qu'un système de grande envergure de canaux a permis d'étendre la surface de culture bien au-delà de ce que le fleuve permettait d'irriguer au départ, sans cette intervention artificielle. Alors, dans le Zayan Derud, donc, on a des cultures en terrasse le long du Zayan Derud, le long des rivières, plus ou moins. Et puis, cette situation a évolué au cours des 50 dernières années, puisque essentiellement à cause d'abord d'une demande créée par une croissance démographique importante, la région d'Ispahan est passée de 2 à 4 millions d'habitants, on a créé des barrages, des retenues d'eau importantes, et puis on a créé des tunnels, puisque l'eau du Zayan Derud ne suffisait plus, on est allé chercher l'eau d'autres rivières dans d'autres bassins versants de l'autre côté de la montagne par des tunnels. Un premier tunnel ici, un deuxième ici, un troisième, un quatrième et un cinquième. Voici l'évolution du prélèvement de l'eau du Zayan Derud, du fleuve, sur 15 années. La situation actuelle est à peu près la situation correspondant à la barre verte, c'est-à-dire celle qui est marquée dans le scénario 1 prévu pour 2025. C'est-à-dire qu'on est 7 ans en avance. Et entre 2006 et 2025, il y a un doublement du volume d'eau qui est prélevé du Zayan Derud. Alors aujourd'hui, ce fleuve est toujours un peu un fleuve, mais il ressemble un peu quand même à un système sous perfusion. C'est-à-dire que toutes les flèches que vous voyez ici, noires, et les petits points bleus, sont des importations d'eau dans le bassin du Zayan Derud qui viennent d'autres bassins versants, d'autres rivières, dans d'autres régions d'Iran. Et également, cette eau est exportée à Yazd, comme le disait Sarah tout à l'heure, à travers un ensemble de systèmes de water gates, de portes d'eau, de captage d'eau, qui sont des infrastructures d'interconnexion qui permettent de dériver cette eau, non pas comme les petits madis de manière naturelle et en relation avec le relief, mais de manière industrielle, systématique. C'est une massification, une industrialisation massive du transport et de l'approvisionnement en eau. Alors, dans le paysage, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des extensions à partir d'un noyau initial, des surfaces qui n'étaient absolument pas irriguées avant. Ici, c'est à une trentaine de kilomètres au sud d'Ispahan, à partir d'une arrivée d'eau qui provient d'un tunnel puisé d'un autre bassin versant, on irrigue toute cette vallée. À droite, c'est dans la montagne, un peu plus en amont, qu'on voit le même phénomène. Pratiquement chaque vallée est investie aujourd'hui par des cultures d'agriculture intensive. Et les monts Zagros sont
un réservoir naturel, comme on l'a vu tout à l'heure avec la pluviométrie, mais qui ne suffit plus aujourd'hui à lui seul, en tout cas dans le bassin versant du Zayan des Roudes, à approvisionner les besoins en eau d'Ispahan. Alors la conséquence de ça, c'est qu'en aval d'Ispahan, déjà à Ispahan, il n'y a plus d'eau dans la rivière, mais en aval d'Ispahan, il n'y a plus d'eau du tout. L'ensemble de ce fleuve, le Zayan des Roudes, finissait sa course dans une zone humide qui s'appelle Gavrouni, qui était une magnifique réserve naturelle où des espèces très rares d'oiseaux vivaient. Et aujourd'hui, ça ressemble à un désert, même s'il y a encore les panneaux qui indiquent que c'est une rivière. Ispahan est ici, et en aval d'Ispahan, la rivière vient mourir dans les derniers kilomètres avant d'atteindre cette ancienne zone humide. Alors évidemment là c'est une saison sèche, mais je vous montre le cycle sur toute l'année. Dans la saison la plus humide, le lac se réduit à cette surface. Voilà. Alors comment comprendre, comment interpréter ça? J'aime beaucoup ce graphique parce que c'est un graphique qui montre l'évolution comparée de l'offre en eau, c'est-à-dire la capacité de production et d'approvisionnement d'eau d'Ispahan, en rouge. Donc vous voyez que ça progresse par palier à chaque fois qu'il y a un nouveau tunnel ou à chaque fois qu'il y a un nouveau barrage. Entre 1946 et aujourd'hui, on a pratiquement doublé la capacité de production d'eau du Zayan des Roudes. En vert, c'est la croissance de la population. Et à partir de 2006, une projection de cette croissance. Donc je n'ai pas besoin de vous faire un autre dessin pour vous expliquer ce qui va se passer. Vous avez compris. D'ailleurs, j'ai relevé les données en 2017 pour vous montrer ce qui se passe déjà. C'est qu'on est dans un changement radical dans le régime d'utilisation de l'eau. Vous voyez que jusqu'aux années 1980, la consommation était largement inférieure à l'offre. La courbe bleue est bien en dessous de la courbe rouge. Et à partir des années 80-90, on s'en rapproche de plus en plus, on touche et on dépasse même. Et là, c'est la crise. Voici les chiffres les plus récents, donc je ne vais pas les commenter, mais voilà, vous connaissez assez la situation de l'eau dans le monde pour savoir qu'au-delà de 40% d'utilisation des ressources, on est déjà dans une zone dangereuse. À Ispahan, on est à 83-87% selon les années, et les projections en 2040 de ce stress hydraulique sur l'ensemble des pays de la Terre est un petit peu inquiétant. Quels sont les enjeux? Alors, déjà, le mois dernier, les paysans de Varzanais, donc Varzanais s'est situé juste avant l'exutoire de Gavrouni, ont été privés de leur droit d'eau. C'est-à-dire que tout le système de droit d'eau qui avait été construit depuis des siècles et qui répartissait le flux précieux à travers toute la population ont été privés de leur droit d'eau. Donc il commence à y avoir des récoltes. Deuxième type d'enjeu, les enjeux environnementaux. Il n'y a pratiquement plus un seul tronçon du Zayan des Roudes qui propose une eau propre. C'est-à-dire que, ne parlons même pas de ce qui se passe en aval d'Ispahan, mais même en amont d'Ispahan, l'eau est d'une qualité très médiocre du fait des pesticides et des fongicides qui sont déversés par les agriculteurs et qui finissent dans le lit de la rivière. C'est une situation globalement qui n'est pas spécifique et unique à Ispahan. Malheureusement, dans le nord-ouest de l'Iran, il y a un lac qui s'appelle le lac Urmia, qui a subi à peu près le même sort que la mer d'Aral, comme vous le voyez, et qui non seulement est asséché, mais qui connaît une très forte salinisation de ses sols, donc une catastrophe écologique déjà bien avancée. L'assèchement des sols et la déshumidification du climat provoquent des tempêtes de sable aussi. Ici, on en a une au Kouzestan.
Après les enjeux environnementaux, on peut parler des enjeux stratégiques. Pourquoi on en arrive là? Comment c'est possible? Et ce que Aïda me décrivait, c'est que les investissements prioritaires d'un point de vue stratégique pour l'économie et la croissance iranienne ne se font pas justement dans les zones très humides, comme ici où on construit des barrages à tout va, dans l'ouest de l'Iran, parce que depuis la guerre Iran-Irak, on a très peur que ces installations soient mises en danger un jour ou l'autre. Donc on les construit, on investit dans le plateau central, dans les zones les plus sèches. Évidemment, tout ça pose des problèmes de gouvernance territoriale extrêmement importants, des problèmes géopolitiques, comme vous imaginez, qui sont à la fois à l'échelle du globe entier, finalement, puisque la situation mondiale influe directement sur les choix du gouvernement iranien, mais aussi à l'échelle locale, influe sur les rapports entre la province d'Ispahan, les provinces voisines, et puis également, au niveau de pratiquement chaque village, comment les droits d'eau sont gérés. Comme Sarah le disait, le remplacement d'un système traditionnel de droits d'eau qui était extrêmement ancestral en Iran par un système de propriété privée a conduit à des situations où l'idée même de commun met en péril ces équilibres environnementaux et ces équilibres hydrauliques qui sont extrêmement fragiles. Voilà. Et donc, les enjeux auxquels les Iraniens tentent de répondre, ils ont monté un consortium avec des chercheurs des universités allemandes pour essayer de mettre en place un système de gouvernance comparable à ce qui se fait, par exemple, pour le bassin du Rhin, entre 5 pays, la Suisse, la France, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. Mais pour l'instant, le résultat se fait encore un petit peu attendre. Stratégiquement, l'eau, historiquement, a déplacé des villes. Je vous remontre cet exemple de Samarcande, où après la prise de l'ancienne capitale, de l'ancienne citadelle achéménide par Gengis Khan en 1220, la ville s'est déplacée vers le sud pour être moins menacée, et mise à l'abri d'une attaque. Et aujourd'hui, au milieu de cette agglomération qui s'est étendue partout autour, dans la période soviétique, on a un plateau désolé et désertique sur lequel il n'y a plus que le souvenir de cette attaque qui a coupé l'eau. Et à Ispahan, quand je racontais cette histoire de Samarcande, il y a un Iranien qui s'est levé puis qui a dit « Oui, nous c'est pareil, c'est Ahmadinejad qui a coupé l'eau, pas Gengis Khan ». Et en fait, ce qu'il me disait aussi, c'est que par idéologie politique, durant la période Ahmadinejad, beaucoup de villages ont eu des droits de prélèvement qui n'étaient pas gérés de la même façon avant. Beaucoup de concessions privées ont été données pour des exploitations intensives en agriculture. Et ça entraînait aussi, par voie de conséquence, beaucoup de captages sauvages et illégaux. Alors même si ces enjeux ne sont pas nouveaux, il y a aussi des enjeux d'un autre ordre, qui sont peut-être plus importants encore, et en tout cas qui nous concernent ici dans une école d'architecture, qui sont que l'eau, ça crée aussi de l'architecture, ça crée de l'aménagement, ça crée une relation avec un fleuve, avec un milieu géographique. Et Ispahan possède à cet égard une histoire extraordinaire sur laquelle je ne vais pas revenir, que je mettrai simplement en miroir avec celle du premier roi urbaniste de Paris, Henri IV. Le Ciocépole et le pont d'Ispahan étaient construits à peu près à la même période que le pont neuf par Henri IV, avec toute cette mise en scène de la relation entre la ville et le fleuve, avec l'enfilade du Louvre, la statue de Henri IV au bout de l'île de la Cité, la place Dauphine, un ensemble monumental qui, comme à Ispahan,
révélait une certaine forme d'intelligence dans la façon de combiner utilité, commodité, volupté. Une autre ville particulièrement brillante dans ce domaine, une civilisation entière qui a été basée sur l'eau, c'est Rome. Rome consommait 1 million de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 1000 litres d'eau par jour par habitant à l'époque de l'Empire. C'est une consommation énorme, même avec les standards d'aujourd'hui. Et pour faire cela, chaque empereur a construit plusieurs aqueducs. Et à la période, à l'apogée de ce système, il y avait une dizaine d'aqueducs qui alimentaient Rome, les bains, etc. Vous connaissez tout ça. Ça a été multiplié à l'infini, je dirais presque, en Europe, avec une architecture, une technologie, une ingénierie, un savoir-faire. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que l'année dernière, juste avant de partir à Ispahan, au mois de juillet, est arrivée à Rome la plus grave crise de l'eau depuis 2000 ans. Il n'avait pas connu ça depuis l'Empire. Même le Vatican a été obligé de couper les fontaines qui étaient asséchées. Et même à la fontaine de Trévi, où traditionnellement on prenait de l'eau, le périmètre a été interdit pour empêcher les touristes de prendre l'eau. Pourtant, la fontaine de Trévi est alimentée par l'Aqua Virgo, qui est un ancien canal, un ancien aqueduc souterrain d'époque de l'Empire, et il fonctionne encore. Alors que l'année dernière, ils ont constaté que les fuites dans les installations plus récentes étaient en partie responsables de la situation de sécheresse qui les ont obligés à vider complètement un lac. Donc, je reviens à la situation d'Ispahan et du Zayan Déroud et posons-nous la question, est-ce qu'il faut voir les choses complètement négativement ou est-ce qu'il faut aussi voir dans cette tragédie une opportunité peut-être de réfléchir aux choix que nous faisons, à la manière dont nous considérons l'eau, dont nous y pensons. Je dirais presque que c'est un enjeu de civilisation parce que vous voyez ici quelques exemples d'installations traditionnelles. Certaines ont probablement près de 2000 ans. Chouchtar, qui était une sorte de gigantesque centrale électrique près de la capitale de Chouch, avec un système de collecte extraordinaire de concentration des eaux. Un exemple de vue aérienne sur les Kanates, dans la région de Yazd. Aujourd'hui, c'est comme ça que l'eau est conduite. Et puis, un moulin hydraulique. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on produit de l'énergie. Nos étudiants nous ont aussi gratifiés d'une sorte d'esthétisation ou de provocation de la disparition du fleuve en remplaçant le lit de la rivière par lequel normalement l'eau arrive dans une ville par des tuyaux. Et c'était une magnifique alerte, je trouve, pour réfléchir, pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer et pour nous obliger à réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et c'est nécessaire. Et ça pose aussi des questions, bien sûr, sur la croissance, parce que vous avez compris, avec les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, l'injonction de la croissance et l'injonction de la production, qui touche une bonne partie de la Terre aujourd'hui, réduit drastiquement, je dirais presque chaque jour, la quantité nécessaire d'eau renouvelable dont chacun de nous peut disposer. En l'occurrence, vous voyez la courbe,
pour l'Iran ici. Alors, apprendre de l'exemple de l'histoire de l'eau en Iran, comme nous ont montré les deux conférencières de ce soir, cette organisation des territoires, cette intelligence hydrogéomorphologique qui permet une utilisation presque circulaire, en tout cas multifonctionnelle des infrastructures de l'eau, apprendre tout ça, le réapprendre et peut-être réfléchir à la manière dont nous pensons l'innovation. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. L'histoire n'est pas équipée d'une manivelle de retour, ce n'est pas possible. Mais il s'agit de repenser la manière dont nous innovons maintenant à la lumière de ce que les anciens savaient faire et qu'on est en train d'oublier. Il y a des autres voies très encourageantes qui vont peut-être converger avec celles que nous, chercheurs, on essaye de réfléchir aujourd'hui. C'est les actions citoyennes et locales, justement dans la province du Khorasan, dont on a parlé tout à l'heure. De nombreuses actions sont menées pour sensibiliser le public à cette question, à ces risques qui nous frappent, et au fait que quand on pense à la longévité des canats, dont certains sont en fonctionnement depuis 2000 ans, les nappes alluviales qui sont prélevées dans la montagne par les installations que je vous montrais tout à l'heure abaissent le niveau de la nappe accessible de manière drastique et très rapidement. Les chiffres sont en dizaines de mètres dans certaines régions. Voilà. Alors, donc, les savoir-faire anciens, et puis aussi peut-être les solutions locales, parce que ce système qui a peut-être, sans doute, probablement, été inventé en Iran entre 2000 et 3000 ans avant ce jour, se sont diffusés à travers tout le continent eurasiatique et même beaucoup plus loin. Vous voyez ici des exemples de répartiteurs d'eau en Iran, en Algérie, et les kanats de Turfan en Chine. Voici une carte où les techniques du kanat sont utilisées, et peut-être un schéma qui n'est certainement pas incontestable, loin de là. Il serait plus prudent de mettre peut-être des flèches à double sens. En tout cas, c'est un système de diffusion de cette technique qui est perdu aujourd'hui parce qu'on a modernisé de manière universelle, de manière identique partout, la manière de gérer tout ça. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure très bien avec les exemples qui ont été montrés, chaque ville, chaque petit morceau de territoire emprunte des techniques, mais les adapte aux conditions locales, les adapte à la géomorphologie, les adapte au climat, les adapte à la vie des gens, aux habitants, à la vie des quartiers, à la structure des villes. Je vais passer ça très rapidement pour aller tout de suite à la conclusion. Donc, qu'il s'agisse de l'écoulement des eaux qui apporte les ressources à l'agriculture et la ville, ça c'est un schéma d'écoulement des eaux naturelles, non modifié par l'homme, ou qu'il s'agisse des formes de croissance de la végétation qui nous nourrit et nous protège, les formes produites par la vie sont assez comparables, et il s'agit beaucoup plus qu'un simple hasard ou une simple métaphore. Et puis, il y a une deuxième chose que j'aimerais rappeler, c'est que cette région du monde, c'est sans doute là le creuset, ou un des creusets, de la civilisation humaine, entre la Mésopotamie et Ispahan. C'est peut-être là qu'ont été inventées l'agriculture, les villes, les jardins, et tout ceci grâce à l'eau.
et au génie des hommes et des femmes qui l'ont acclimaté. Alors, face à cette crise globale de l'eau, Ispahan est vraiment un cas d'école que le monde entier devrait regarder. L'enjeu est immense et peut-être une nouvelle page de l'histoire des relations de l'humanité à la nature pourra s'écrire. Et je vais clore cette conférence en empruntant une page au poète suisse Philippe Jacotet, qui a consacré son œuvre à tenter de décrire, à travers sa perception des paysages, comment nous pouvions habiter la terre avec amour. Et j'aimerais dédier ces mots à mon ami Sina Abedi, que je remercie de son invitation pour cette conférence aujourd'hui, et qui, grâce à lui, grâce à cette semaine d'Ispahan, nous offre le sourire et l'espoir d'un avenir peut-être plus désirable que celui auquel l'activité quotidienne nous soumet. Je n'ai presque jamais cessé, depuis des années, de revenir à ces paysages qui sont aussi mon séjour. Dès que j'ai regardé, avant même, à peine avais-je vu ces paysages, je les ai sentis m'attirer comme ceux qui se dérobent, ainsi que parfois dans les contes, en particulier celui, si beau, des 1001 nuits, où le prince Ahmed, ne retrouvant plus la flèche qui l'attirait, est entraîné toujours plus loin à sa recherche pour aboutir enfin au lieu aride où se cache la demeure d'une fée. De la même façon, ma pensée, ma vue, ma rêverie, plus que mes pas, furent entraînés sans cesse vers quelque chose d'évasif, plutôt parole que lueur, et qui m'est apparu quelquefois plus analogue à la poésie même. Je vous remercie.